c'est un livre qui parle de l'actualité, quoi qu'il parle de Robespierre. euh, Car contrairement à ce qu'on a pu dire pendant très longtemps, la Révolution française n'est pas une révolution enfermée dans le passé, qui serait, comme on l'a dit aussi, on l'a écrit, une révolution bourgeoise et qui correspondrait à un temps révolu, un temps fait pour les musées en quelque sorte. Contrairement à ce qu'on a pu dire et écrire, la Révolution française reste une perspective, reste un horizon. Et l'actualité nous le montre, hein. Il suffit de voir les Gilets jaunes et leur référence à la Révolution française, hein, à l'événement, à ses symboles, à ses principes, hein, pour se dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas éteint, qui continue à porter une certaine idée de la République. Travailler sur la Révolution française aujourd'hui et donner à lire, hein, la Révolution française, hein, à travers un personnage emblématique comme Robespierre, c'est aussi donner à comprendre des situations historiques qui n'ont pas fini d'épuiser leur sens et qui continuent à nous parler aujourd'hui. Alors c'est un livre qui parle d'actualité, mais qui n'a pas été pensé dans l'actualité, puisque ce sont des recherches que je mène depuis fort longtemps, et qui, il y a une quinzaine d'années, n'avaient guère de sens, en tout cas en dehors de quelques spécialistes, ne faisaient pas sens donc dans l'espace public, et qui rencontrent de plus en plus finalement des oreilles qui, tant chez les militants, mais également chez des intellectuels, chez des artistes, chez des gens du quotidien, chez toute personne finalement, rencontre un intérêt. Finalement, ce qui était enfermé, qui était voué à la poussière, finit par de nouveau faire sens aujourd'hui. Si on regarde un peu notre situation politique, on constate que ce qu'on appelle République a fini par euh, ne plus représenter grand-chose pour nos contemporains. Ce qu'on appelle la politique semble être perdu de la même manière dans des pratiques, et des manières de penser qui finissent là encore par ne plus avoir d'écho chez nos contemporains quand on parle de la représentation politique, les hégémonies. Donc on a l'impression finalement que notre système de principes, ce qu'on appelle des valeurs aujourd'hui, et notre manière de nous organiser en société n'a plus de sens. Et que tous ces mouvements que l'on voit, dont celui des Gilets jaunes récemment, tous ces mouvements qui passent par l'abstention politique également, sont en creux aussi des expériences politiques qui interrogent ce que l'on est nous politiquement, ce qu'est la République. Formons-nous une société? Et qu'est-ce que former une société? Formons-nous un peuple? Qu'est-ce que former un peuple? On parle de constitution de la Ve République, de constitution d'une future République, de la Sixième République, mais qu'est-ce que le mot constitution signifie? Qu'est-ce que se constituer peuple? Qu'est-ce que se constituer nation? Ce qui est intéressant quand on parle de la Révolution française, hein, c'est que l'on va finalement au cœur d'une matrice, hein, pendant laquelle on a essayé de réfléchir et donner du sens à ces mots, parce qu'on a essayé de bâtir, hein, en grande partie à partir de pas grand-chose, à partir de rien, un type de société, et où on a expérimenté, où on a réfléchi à différents possibles, hein, soit en y réfléchissant de manière posée, on va dire, soit en y réfléchissant de manière beaucoup plus tendue, car la Révolution française, c'est un moment où différents projets de société s'affrontent. Ils n'arrivent pas, ils ne se découvrent pas à ce moment-là, ils sont produits par les siècles qui précèdent, mais toutes les grandes tensions qui ont parcouru le XVIe, le XVIIe, le XVIIIe siècle finissent par aboutir dans ce grand moment qu'est la Révolution française, où le fait de proclamer la souveraineté du peuple, hein, le fait de déclarer le peuple souverain, va évidemment modifier profondément les choses. Donc l'acmé en quelque sorte de cette tendance, hein, c'est la Révolution française, où vont s'affronter et où on va questionner
ce qu'est la politique, ce qu'est une société, ce que sont le peuple et ceux qui le représentent. Et pour aujourd'hui, c'est intéressant et c'est important, je pense, d'avoir un recul, d'avoir une perspective dans le passé pour mesurer ce que l'on est, mesurer où on en est arrivé et mesurer la manière dont nous mobilisons du vocabulaire, nous mobilisons des catégories pour définir notre monde. Des catégories qui finissent par avoir perdu du sens, perdu leur sens, à ne plus signifier grand-chose, au point que l'on a fabriqué des notions oxymoriques du type de la démocratie participative, comme si la démocratie n'était pas en soi, par sa définition même, participation. Donc que signifie constitution, que signifie peuple, que signifie souveraineté? On a des réponses aujourd'hui, on a des différentes réponses aujourd'hui. Que signifie démocratie? On a aussi différentes réponses aujourd'hui, mais que disaient finalement ceux qui ont, sinon inventé ces termes, du moins ceux qui les ont nourris et mis en œuvre en quelque sorte, et dont on dit que nous sommes finalement les héritiers. Que disent ceux qui nous ont, semble-t-il, légué un héritage? La Révolution française comme boîte à outils, comme caisse de résonance en quelque sorte, lieu où on peut essayer de réexaminer les termes qui définissent notre vie politique, et porté par un certain nombre d'acteurs. Le plus emblématique de tous, c'est Robespierre. Qu'on le veuille ou non. Voilà. On réduit même la Révolution française à ce personnage, alors que bien sûr, elle ne se réduit pas à lui. Mais bon, de fait, il est devenu le personnage clé de cette période. Un personnage sur lequel on a beaucoup écrit du point de vue de sa biographie, en essayant d'essayer de faire le parcours d'une vie, donc. On s'est intéressé à sa psychologie, on a même des psychanalyses de Robespierre. Avec Marc Bélissa, on a écrit un autre livre qui parle de Robespierre de sa mort à aujourd'hui, sur les usages de Robespierre. Là, il s'agit d'un livre d'un autre type, en quelque sorte, puisqu'il se penche sur l'activité du représentant du peuple, dans le cambouis du métier, en quelque sorte, face à quelques questions. Ce n'est pas un livre qui a la volonté d'être exhaustif, mais qui prend quelques axes, quelques questions, quelques thèmes, et qui essaie de suivre les arguments de Robespierre, comment il s'affronte avec d'autres représentants, avec d'autres idées, comment il essaye de mettre en place un projet politique dont on a perdu en grande partie la trace, parce qu'on n'a plus la culture pour le décrypter, on en voit simplement des morceaux, des facettes. Un projet politique dans lequel la déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'est pas la déclaration des propriétaires, n'est pas le texte qui va permettre au capitalisme de se développer, mais où la déclaration des droits de l'homme et des citoyens est d'abord un outil politique aux mains des citoyens pour contrôler leurs représentants, pour que ces représentants soient obligés, en quelque sorte, à aller vers le bien commun et à donner à ce bien commun les moyens à la fois de se constituer et de se prolonger. Et ce bien commun, il est bâti sur un principe très simple, c'est que pour faire société, pour faire une société commune, pour pouvoir vivre ensemble, il faut que tous les êtres humains qui la composent aient la possibilité de vivre dignement, et non pas soit dominés par d'autres. Ce que l'on dit de manière très simple à l'époque, être libre, c'est ne pas être esclave. Et donc il faut que, pour qu'une société ne soit pas une espèce d'état de guerre permanent des hommes entre eux, pour qu'une société soit un lieu dans lequel on puisse exister, à la fois sur le plan matériel et sur le plan politique, il faut que chacun ait son droit à l'existence garanti. Et la fonction des hommes politiques, il n'y a pas de femmes politiques à l'époque, mais la fonction des représentants, il y a des représentants femmes, par ailleurs, dans des sections au niveau local. En tout cas, tous ceux qui ont pour fonction de représenter la population ont une feuille de route très simple, un horizon assez simple. Il faut garantir à chacun un droit égal à la liberté. Il faut que chacun puisse avoir une existence digne.
Et tout ce qui s'écarte de ce principe-là, finalement, ne rentre pas dans le cadre d'une société républicaine telle qu'on voudrait l'organiser. Donc la République, à cette époque-là, c'est pas forcément l'absence de roi. La République, c'est d'abord un principe. Il n'y a République que si le plus faible des êtres humains a sa place. Et donc Robespierre est intéressant parce qu'il est de ceux qui a, dans ses interventions, dans ses discours, dans ses journaux, puisqu'il a aussi écrit dans des journaux qu'il a créés pour informer les citoyens et les citoyennes, à l'époque où il n'était plus d'ailleurs député pendant la législative. Robespierre a été de ceux qui ont, sinon le plus systématisé, mais du moins le plus lié, on va dire, d'une pensée extrêmement structurée, fondée sur des principes finalement assez simples, qui tient de sa culture d'avocat, de juriste, qui est aussi la culture du XVIIIe siècle, imprégnée d'histoire romaine et grecque, bien sûr, mais également imprégnée de la Révolution anglaise, imprégnée des Lumières, imprégnée de Locke, imprégnée de Sidney, d'Algernon Sidney, un grand révolutionnaire anglais. Imprégné de tout ça, Robespierre a été de ceux qui ont été le plus capables, peut-être, de traduire en actes et de réfléchir à ces actes par rapport à ces principes. Voilà. Et ces textes sont souvent des textes très clairs, très bien construits, précis, et qui ont aussi l'avantage, sur une longue durée, d'être dans une continuité, en quelque sorte. Donc on peut trouver dans Robespierre la matière, dans ses textes, dans les archives qu'il a laissées, la matière pour essayer de, sinon reconstituer sa pensée, du moins, parce que ça n'a pas beaucoup de sens de dire ça, du moins essayer de la pister, de la suivre, et de voir comment elle interagit de manière très concrète, sur des questions très concrètes, très précises, avec ses contemporains, avec des situations de guerre, des situations de guerre civile à ce moment-là. Il nous montre en fait ce qu'est la figure d'un législateur. Un législateur, c'est pas quelqu'un qui imposerait des lois, c'est pas quelqu'un qui serait, qui verrait en fait la politique par le haut, quelqu'un qui penserait donc, et à partir de cette pensée-là, ferait le bien pour les êtres humains malgré eux. Un législateur est à l'époque, et c'est comme ça que c'est véritablement pensé par ce qu'on appelle la montagne. Un législateur, c'est d'abord quelqu'un qui est capable de traduire en loi le désir de justice de ses contemporains, le désir de justice du peuple souverain. Et quand on parle de peuple souverain, ça veut dire le peuple qui possède en droit le pouvoir, et qui a dans ses représentants non pas des personnes qui sont au-dessus de lui, mais qui a dans ses représentants ce qu'on appelle des commis, donc qui sont au service du peuple souverain et qui doivent rendre au peuple souverain des comptes. Et Robespierre est de ceux qui va essayer de tenir cette relation asymétrique dans laquelle le peuple souverain est au-dessus du représentant, tenir cette relation asymétrique pour faire que les représentants soient le plus à même finalement de remplir leurs fonctions, de remplir leur mission. Que ce représentant ou que ce commis, comme il l'emploie, soit le roi, ou qu'il soit des députés, que ces commis du peuple soient le pouvoir exécutif, ou qu'il soit le pouvoir législatif. Le livre est organisé autour de 5 chapitres et d'un épilogue. Ces chapitres sont donc liés à une question particulière. Le premier revient sur la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Et comme pour tous les chapitres, il y a derrière on va dire, des manières de penser que l'on a en tête, des habitudes, des représentations qui vont être souvent déplacées par ce qui est dans l'ouvrage. Par exemple, sur le triptyque liberté, égalité, fraternité, bon, on sait bien que c'est Robespierre qui en est à l'origine. Mais on a en tête l'idée, finalement, aujourd'hui encore, d'un triptyque républicain où les concepts, les 3 notions seraient finalement successives, où on aurait la révolution de la liberté, puis après on aurait peut-être celle de l'égalité. D'ailleurs, ce sont des termes qu'on peut employer à l'époque, mais
manière autre que celle que l'on a en tête aujourd'hui. Et puis la fraternité, on se dirait, bon, ce serait pour plus tard. La fraternité est impossible, la fraternité c'est dans le futur, la fraternité c'est une utopie. Où certains historiens libéraux disent que finalement la fraternité, ça a donné la terreur, donc c'était la négation de la fraternité. On a tendance, hein, quand on réfléchit à la politique aujourd'hui, à séparer la liberté et l'égalité, en faire même des concepts antinomiques, opposés. La liberté étant finalement ce qui permet de faire ce que l'on veut jusqu'au moment où les lois nous arrêteraient, et l'égalité étant quelque chose qui entraverait la liberté. Par exemple, on a plus d'égalité entre nous si on augmente les impôts, mais augmenter les impôts, ça va entraver ma liberté, ça va me prendre quelque chose. Alors en tant que libéral, je peux me dire, bah oui, j'ai bien conscience qu'il faut bien quand même que je donne des impôts, parce que autrement ça va être la pagaille, hein, mais ça va limiter quand même ma liberté. La manière dont Robespierre pense la liberté n'est pas du tout celle-là, il n'est pas le seul d'ailleurs, hein, c'est la liberté républicaine. C'est que la liberté n'est pas simplement l'absence d'entrave, n'est pas simplement la possibilité d'agir comme on le désire jusqu'au moment où on est arrêté, mais que la liberté est d'emblée, dans sa nature même, hein, pensée comme réciproque. Je ne peux pas être libre si les autres ne le sont pas. La liberté n'est pas une qualité qui est simplement un attribut de l'être humain. La liberté est une qualité qui est celle de l'être humain, mais qui est pensée comme un rapport social. Donc je suis libre si les autres le sont également. Je suis libre si les autres le sont également, donc je ne peux pas être libre si je suis entouré d'esclaves, par exemple. Je suis libre si les autres le sont également, c'est-à-dire que la liberté n'est pas liée à un être humain, n'est pas liée à une zone géographique, que la liberté est une qualité humaine, que tous les êtres humains doivent être libres. Ça veut dire que tous les êtres humains sont égaux face à la liberté. Et donc la liberté et l'égalité doivent être pensées ensemble, et pas séparément. Il n'y a pas d'abord de la liberté et après de l'égalité. C'est parce que nous sommes également libres que nous sommes libres et égaux. Et quand on parle de fraternité, la fraternité, c'est simplement le fait de mettre en acte cette réciprocité. Si nous sommes égaux devant la liberté, que fait-on concrètement pour que ça se fasse, ça se réalise ? Et quand Robespierre met en place ce triptyque, il le place sur la poitrine des gardes nationales, hein, qui sont censés être la police en quelque sorte de l'époque, pour qu'ils n'oublient pas d'où ils viennent, qu'ils n'oublient pas les principes de la Déclaration des droits. Robespierre a en tête donc le texte fondateur de la Déclaration des droits, qu'il synthétise en quelque sorte dans ce triptyque. Et où il dit, finalement, ce que nous avons à faire est assez simple, il suffit d'agir dans le sens de ces principes que l'on a déclarés en 1789, des principes qui sont un peu pliés à l'époque, parce que c'est un texte consensuel, donc on n'a pas tout dit, on n'a pas tout déplié, on n'a pas levé les implicites entièrement, mais dans ce texte, il y a des notions extrêmement facile à comprendre, celle de liberté, il suffit de la mettre en œuvre, en respectant le fait que chacun a un droit égal à la liberté. Et que ce droit égal à la liberté, c'est aussi un droit à l'égalité, à la liberté pour tous, qui concerne l'économie, qui ne concerne pas que des droits, comme on a pu appeler bourgeois à une époque. Si ma liberté s'arrête à celle de l'autre, et si chacun a un droit égal à la liberté, est-ce que la liberté du propriétaire peut m'entraver ? Est-ce que quelqu'un qui a des biens, qui a du blé à l'époque, qui a des champs, qui a des revenus, qui les vend sur le marché, peut les vendre au prix qu'il le désire ? Et s'il les vend au prix qu'il le désire, est-ce que ce prix peut faire en sorte que d'autres personnes en souffrent ? Est-ce que je peux spéculer au détriment de la vie de mes semblables ? La réponse du mouvement populaire, et la réponse que propose Robespierre, le côté gauche, la montagne, à l'époque, est de dire que la liberté économique, le fait de faire ce que l'on veut avec son entreprise, avec son argent, peut être entendu jusqu'au moment où on touche à la liberté de l'autre, puisqu'on rompt le principe selon lequel on a un droit égal à la liberté. Et on voit bien derrière ce principe-là, et la manière dont il le met en œuvre dans ce chapitre, on voit comment il rappelle
aux constituants au début de la Révolution française le texte qu'ils ont écrit et qu'ils essayent péniblement de cacher. On voit comment, à ce moment-là, la Déclaration des droits, un texte un peu poussiéreux qu'on apprend dans les écoles, quelque chose qui est l'ordre des grandes idées générales, hein, comment ce texte a une fonction politique extrêmement précise à l'époque. C'est l'arme, c'est le tranchant avec lequel on se bat à l'époque. C'est l'arme principale de Robespierre. C'est pas qu'une arme rhétorique. Il est dans une assemblée, son travail est de faire les lois. C'est donc une arme politique et une arme extrêmement puissante. Vous avez écrit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vous ne prenez pas ce texte au sérieux. Vous faites en sorte que finalement que les propriétaires seuls profitent des réformes. Vous n'appliquez jamais les lois qui sont favorables au peuple. Est-ce que vous êtes dans le sens de votre fonction? Est-ce que vous allez dans le sens de ce pourquoi vous avez été choisi? Êtes-vous véritablement des commis du peuple, hein, ou êtes-vous simplement les serviteurs de vos propres intérêts ou des intérêts de quelques-uns? La Déclaration des droits de l'homme et des citoyens est toujours un texte qui aujourd'hui a du sens, évidemment. La Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789 est toujours à la tête de nos institutions. Elle fait partie de ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité depuis 1971. Ça veut dire que le Conseil constitutionnel s'y réfère pour statuer de la validité d'une loi, ou on peut également l'invalider, donc à partir de ces principes. Donc on est dans le passé avec la Révolution française, on est dans un contexte très particulier, mais on est également dans des continuités. On est dans des continuités à partir des mots que l'on emploie pour désigner ce que l'on est aujourd'hui, on est dans le même vocabulaire finalement que pendant la Révolution française, et plus que ça, on a un texte normatif, une déclaration des droits qui est la même. Il est intéressant de voir comment le côté gauche, la montagne, et Robespierre, puisque c'est le cas que j'ai choisi, comment ils mettent en œuvre ces principes-là pour faire parler la déclaration des droits dans le sens du bien commun. Alors qu'à notre époque, on est dans un moment où on fait parler la déclaration des droits dans le sens des propriétaires. Régulièrement, le Conseil constitutionnel mobilise la déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour protéger la propriété. Non pas pour protéger le droit à l'existence, non pas pour protéger les plus démunis, mais pour protéger la propriété des gros groupes, des grosses multinationales. Par exemple, lorsque, très récemment, l'Assemblée avait voté des lois pour lutter contre la fraude fiscale, des grosses entreprises, ou pour lutter contre la pollution, les atteintes au climat qui sont produites par ces grosses entreprises, le Conseil constitutionnel a systématiquement repoussé des lois qui permettaient de contrôler l'activité de multinationales au nom de la propriété. Et ils argumentaient ces choix avec la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Donc c'est un livre qui parle du passé, qui parle de la Révolution française, et je n'ai jamais pensé qu'on était pendant la Révolution française et qu'on était au XVIIIe siècle, on n'est pas dans le même monde. Mais c'est un livre également qui aide à voir, enfin je l'espère en tout cas, qui remet en visibilité des outils, des manières de penser, des questions que l'on a souvent perdu de vue ou qui restent bien souvent confinés dans le champ des spécialités, questions qu'on se pose entre historiens, mais qu'on ne se pose pas finalement au quotidien. Et c'est un livre qui ne s'adresse pas aux spécialistes, même si les spécialistes trouveront probablement des choses intéressantes, hein, du point de vue du travail d'érudition qui fait le métier d'historien, mais qui s'adresse davantage aux citoyens, qui s'intéresse davantage à nos contemporains, à moi, qui suis également un citoyen, qui m'intéresse moi en tant que citoyen parce qu'il me donne des leviers en fait, et c'est pour ça que je travaille sur la Révolution française aussi, c'est que ça me donne des leviers pour essayer de comprendre les dysfonctionnements de nos sociétés. Le dysfonctionnement de ce qu'on appelle la République. Les différents chapitres, comme ça, rentrent dans des thématiques, qui sont des thématiques problématiques, hein, au sens où elles posent des questions. L'objectif de l'ouvrage est plutôt de
donner des questions, pas simplement des réponses. Le second chapitre interroge la question de la République. Bon. À un moment, Robespierre, dans l'historiographie, est dit plutôt monarchiste que républicain. Et à un moment où il y a un roi en France, et où la République n'est pas proclamée, mais qui est un bon champ d'expérimentation, un bon terrain d'expérience pour essayer de repérer ce qu'on appelle République à l'époque, par opposition à ce qu'on appelle République aujourd'hui, qui est souvent résumé par une forme de gouvernement opposée à la monarchie. Et on s'aperçoit que la question républicaine est d'abord une question de principe, qu'on peut même penser une république avec un roi si le roi est en accord avec ses principes. Quels sont ces principes? Ce sont ceux de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mettre en œuvre ces principes, mettre en œuvre le principe de réciprocité, mettre en œuvre le principe d'égalité en droit, c'est le centre. Si un roi est là et qu'il se plie aux principes, c'est pas trop une question. Donc à travers cet exemple, c'est aussi une manière de s'interroger sur ce qu'on appelle République aujourd'hui et ce qu'on pourrait espérer que soit une République aujourd'hui. Le troisième s'intéresse aux lois. Qu'est-ce qu'une bonne loi? Qu'est-ce que obéir aux lois? Est-ce qu'un peuple qui s'insurge, un peuple qui manifeste, un peuple qui interpelle, un peuple qui se révolte, un peuple qui résiste à l'oppression est un peuple qui va contre les lois? Pour Robespierre, non, c'est un peuple qui nous indique ce que doit être une bonne loi. Une bonne loi qui va toujours dans le sens des principes qui ont été déclarés et non pas qui sont là pour les bafouer. Robespierre dit « je n'aime pas les lois violentes ». C'est paradoxal parce que on sait qu'il a été au comité de salut public dans cette période que les thermidoriens appelaient la terreur, une période de violence, une période de guerre. Robespierre fait partie de ceux qui ont mené la guerre, il était contre la guerre à la base, mais arrivé au comité de salut public, il a, avec d'autres, était dans l'obligation de la mener à bien, puisqu'il y avait quand même un certain nombre de vies qui étaient en jeu. Pour lui, c'est le fait d'être efficient, en fait, le fait de prendre au sérieux son rôle de législateur. Donc Robespierre n'aime pas, a priori, les lois violentes, il est contre la peine de mort également. Et il explique donc qu'une bonne loi est une loi qui doit être aimée. Et que le peuple, naturellement, n'aime que les bonnes lois, parce que le peuple n'aime que ce qui est bon pour lui. Robespierre pense que le peuple est naturellement vertueux, c'est-à-dire que pense naturellement ce qui est bien pour le peuple, puisqu'il pense d'abord ce qui est bien pour lui. En revanche, le législateur, le magistrat du peuple, le représentant du peuple, a toujours tendance à faire des lois qui vont servir ses intérêts ou des intérêts dont il est proche. Et donc il faut absolument que le peuple contrôle systématiquement, de manière très précise, régulière, la pratique politique et ce que font ses représentants. Et quel type de loi ils mettent en place. Donc on est dans des paradoxes, on est dans l'insurrection qui ramène l'ordre. Je crois qu'on est assez bien dans cet exemple-là, dans la pensée et dans la pratique politique que déploie la montagne, déploie le côté gauche et déploie donc Robespierre à cette époque. Le chapitre 4 s'intéresse à la constitution d'un peuple souverain, c'est-à-dire à la manière dont on conçoit le terme constitution à l'époque et le sens dans lequel Robespierre l'utilise, qui n'est pas une affaire d'experts, de constitutionnalistes, mais une affaire de mise en œuvre d'une pratique populaire qui est fondée sur les principes de la Déclaration des droits. Dans l'esprit de Robespierre, on parle de la manière dont le peuple se constitue peuple. Et il se constitue peuple, dit-il, en agissant. Il se constitue peuple en agissant comme le souverain, en gagnant sa liberté, en fait. Le souverain, c'est le peuple qui agit comme un souverain, qui a conscience de ses droits et qui agit pour la défense de ses droits. Et donc c'est un chapitre qui s'intéresse à la manière dont, pendant la Révolution française, s'affrontent différentes manières de concevoir la Constitution, s'affrontent différents points de vue, où Robespierre est à chaque fois un jalon, un marqueur qui rappelle ce qui devrait être constitué
France, quel type de république, quel type de société on devrait avoir, puisqu'on a mis en avant les principes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et donc on se rend compte que le cœur même de l'organisation repose sur un contrôle strict des gouvernants, un contrôle strict de l'économie, mais pas un contrôle qui serait délégué à d'autres, mais un contrôle qui doit être pris en charge directement par la population. Et c'est un projet politique, un projet républicain qui ne va aboutir que tardivement, qui ne va aboutir qu'au moment de ce qu'on appelle le gouvernement révolutionnaire, à partir de l'automne 1700, début de l'hiver 1793. Et c'est un projet de gouvernement révolutionnaire qui va donner le pouvoir exécutif localement aux communes et aux comités révolutionnaires locaux, qui ont donc en charge d'appliquer les lois révolutionnaires, en particulier qui vont avoir en charge d'appliquer les lois qui concernent la vie la plus quotidienne, les lois qui concernent l'économie. Donc non seulement ce sont des projets qui sont pensés, qui sont réfléchis, qui sont défendus dans l'espace public, et c'est extrêmement difficile de les défendre. Il y a énormément d'obstructions, il y a énormément de manipulation, on est dans des jeux d'assemblée très, très complexes, et c'est évidemment le mouvement populaire, la pression populaire, c'est la guerre également, c'est des situations qui vont faire que la voix minoritaire que représente Robespierre pendant la plupart des années de la Révolution, pendant presque toute la Révolution française, va finalement pouvoir être entendue, et ce qu'il pense devoir mettre en place, être mis en place à la faveur de cette pression très forte du mouvement populaire, en particulier à partir de 1792. Le 5e chapitre s'intéresse à l'économie, ce que Robespierre appelait l'économie politique populaire. C'est-à-dire une manière de penser la République, et en particulier une manière de penser l'économie dans la République, à partir non pas ce qu'on conçoit comme nous, qu'on conçoit aujourd'hui comme étant de l'économie, c'est-à-dire des courbes, des taux d'intérêt, mais une pensée de l'économie qui passe d'abord par de la politique. En gros, l'économie est une chose trop sérieuse pour la laisser aux économistes, et il faut que l'économie soit d'abord une chose politique. Ce qu'on appelle l'économie politique au XVIIIe siècle est une économie qui va, au XVIIIe siècle, de plus en plus s'émanciper de la politique, et qui va se penser d'ailleurs à un moment donné comme étant totalement autonome. Les courants libéraux, ceux qui sont favorables à la liberté du commerce, qui sont favorables à la liberté la plus entière du propriétaire, ceux qui vont être à la base de ce qui va devenir l'idéologie capitaliste, vont autonomiser l'économie et se dire que finalement, au bout du compte, il suffit de laisser le marché agir, il suffit de laisser le marché faire pour qu'il y ait, du fait de son efficience, alors c'est pas le terme qu'on emploie, mais c'est l'idée qui est là, du fait de son équilibre naturel, dit-on à l'époque, finalement, les déséquilibres qui sont dans les sociétés vont se résorber. Laissons les riches et les pauvres interagir sur le marché, et naturellement, les salaires vont monter, les prix vont baisser. Naturellement, on va atteindre un horizon d'égalité, si bien qu'on peut avoir une pensée républicaine du marché, comme Condorcet par exemple, en disant que l'idéal républicain d'égalité, chacun a un droit égal à la liberté, est finalement rendu possible si on laisse le marché entièrement libre. Laisser la liberté la plus totale va permettre d'aboutir à de l'égalité. Vous voyez que là aussi, même chez Condorcet, on pense toujours l'égalité et la liberté ensemble. Ça, c'est le courant qui est très dominant dans la Révolution française. C'est le courant qui est au pouvoir au début, et qui va proclamer la liberté illimitée des propriétaires, en espérant que, fraternellement, finalement, cette économie va redistribuer
dans toute la France et rééquilibrer les dysfonctionnements et donner à chacun de quoi subvenir à ses besoins, puisque ça va permettre d'accroître la production et donc de faire face aux besoins de la population. C'est la pensée économique de ce qu'on appelle à l'époque le côté droit, par opposition au côté gauche, c'est-à-dire ceux qui sont à la droite du président de l'Assemblée. Et l'économie politique populaire, c'est une critique de ce système, et pas simplement une critique intellectuelle. On est encore une fois chez des politiques qui agissent, qui font des lois. C'est également la mise en œuvre de cette manière de voir l'économie. Là encore, ce qui était intéressant, j'indiquais que le côté gauche, la montagne, se voit comme, en tant que législateur, comme dans le rôle d'un personnage qui va traduire en loi des désirs de justice. L'économie telle qu'elle est pensée à l'époque n'est pas une économie qui est tirée des traités nécessairement d'économie ou de philosophie, c'est une économie également qui est pratiquée. L'économie telle que on l'a comme modèle en tête est une économie dans laquelle finalement les biens qui permettent de vivre, les biens qui permettent de travailler sont sous le contrôle de la société. C'est une économie qui existe depuis le Moyen-Âge, en fait, qui existe depuis fort longtemps, qui est une économie populaire au sens où elle est pratiquée dans les communautés de métiers, idéalement, pratiquée également dans les communautés villageoises de manière beaucoup plus concrète, idéalement dans les communautés de métiers, parce que très rapidement, les métiers jurés qui sont fabriqués au Moyen-Âge, avec l'idée qu'on jurait, donc on jurait des métiers qui étaient organisés autour d'une solidarité entre les membres du métier, on se jurait fraternité. Ces métiers ont très rapidement dépéri dans leurs principes, puisqu'un certain nombre de personnages ont pris le pouvoir dans ces corporations et ont complètement détourné le principe. Ces corporations sont devenues finalement des lieux pour les maîtres, et les ouvriers, les compagnons étaient totalement marginalisés. Il n'y avait plus de solidarité interne au métier véritablement, sauf dans certains métiers qui ont gardé cette tradition. Mais il y avait l'horizon régulateur qui est la communauté a en charge le droit à l'existence de ses membres. Communauté de métier ou la communauté villageoise, c'est-à-dire autour de l'assemblée, autour de la paroisse. L'assemblée se réunissait et avait en charge la vie de tout le monde. Et donc on ménageait un certain nombre de droits qui permettaient aux plus faibles d'avoir la possibilité d'exister, de vivre, en récupérant sur des champs des grains tombés au sol, en glanant, droit de glanage, en reprenant le surpoil, comme on dit, c'est-à-dire le regain, après la première coupe sur des prairies, ou récupérant du bois, etc., etc. Donc on a une économie qui est pensée du côté du mouvement populaire comme étant une économie où le droit à l'existence est central, où la société, comme je disais tout à l'heure, la République a pour fonction de garantir le droit à l'existence, la petite communauté, que ce soit de métier ou la communauté villageoise, a pour fonction de garantir le droit à l'existence, et qu'il suffit finalement de traduire cette pratique-là à une autre échelle, qui serait l'échelle de la République, pour que cela puisse fonctionner. Ça veut dire que le marché va être sous contrôle de la population, sous contrôle du peuple souverain. Non pas pour être entièrement organisé, pris en charge par un État, mais véritablement pris en charge par la population. Je disais tout à l'heure que le gouvernement révolutionnaire va donner le pouvoir exécutif des lois révolutionnaires, en particulier les lois qui concernaient l'économie, aux communes, donc au plus près des habitants. Ça veut dire que l'économie de l'époque, telle que la conçoit Robespierre, telle que la conçoivent les montagnards, est une économie qui est pensée par le bas, et non pas une économie qui est pensée par le haut, une économie qui serait étatisée, une économie qui serait aux mains d'une administration. Et dès que cette proposition a pu être faite, des montagnards, d'autres montagnards d'ailleurs que Robespierre, mais la plupart d'entre eux sont intervenus pour dire qu'il ne fallait absolument pas qu'il y ait une administration qui contrôle l'économie, parce que c'était la porte ouverte justement à tout ce qui a été organisé comme frein finalement auparavant, et qui empêchait justement le peuple de profiter de ce droit égal à la liberté qui avait été proclamé.
Donc c'est une économie qui est une économie populaire, fondée sur le droit à l'existence et qui n'est pas contre le marché, qui est pour un marché contrôlé, au plus près de la population. Donc il va contrôler les prix du pain, les prix du blé, le prix des matières premières, du beurre, de ce qui permet de manger, qui va contrôler également le prix des matières premières qui permettent de travailler, donc du cuir, des métaux, qui permettent aux artisans de vivre du leur, d'exister. C'est également une économie qui n'est pas hostile à la propriété. Et on a du mal souvent à la classer, à lui trouver une place, parce qu'on n'est pas dans l'étatisation, et on n'est pas non plus dans le marché. On n'est pas dans ce qui va devenir le socialisme tel qu'on va le penser au 19e, au 20e siècle, hein, et on n'est pas non plus dans ce qui va devenir le capitalisme tel qu'on va le penser au 19e, au 20e siècle. Donc on a, pour Robespierre, mais pour la montagne en général, dans l'historiographie, beaucoup de points de vue qui sont opposés. Certains voient dans Robespierre un étatiste, et derrière on met la centralisation jacobine. Et puis d'autres voient dans Robespierre au contraire quelqu'un qui est favorable au marché et à la propriété parce qu'effectivement il n'est pas hostile ni au marché ni à la propriété. Et à quelles conditions y a-t-il marché et à quelles conditions y a-t-il propriété? Quant à l'étatisation, évidemment vous avez compris que dès l'instant où le pouvoir exécutif est donné dans les communes, on est dans un pouvoir exécutif qui est hyper décentralisé. On n'est absolument pas dans un jacobinisme centralisateur, comme on a pu le reconstruire par la suite. Il y a une centralité de la loi pendant la Révolution française. Les montagnards pensent que la loi doit être la même pour tous. En revanche, le pouvoir exécutif, tel dit très tôt, est un pouvoir extrêmement dangereux, qu'il soit dans les mains du roi ou dans les mains de quelqu'un d'autre. Donc on ne peut pas le laisser dans quelques mains, que ce soit une personne ou même un collège exécutif, comme c'est le cas d'ailleurs dans la Constitution de 1793, Constitution qui est une des plus démocratiques, mais qui maintient quand même un pouvoir exécutif fort. On peut revenir sur ce pouvoir exécutif fort qui est prévu dans la Constitution grâce au gouvernement révolutionnaire, puisqu'il va dégager finalement, dans des circonstances particulières, dégager la possibilité de mettre en œuvre un exécutif tel qu'il pouvait être, sinon théorisé, du moins proposé déjà par Saint-Just et Robespierre dans les années précédentes. Donc on a un pouvoir exécutif qui est extrêmement décentralisé, et on a une centralité de la loi. Donc on n'est pas dans une étatisation, et tous les montagnards, coupés de l'Oise ou d'autres, disent qu'il ne faut surtout pas centraliser le contrôle de l'économie, ça va être une horreur absolue. Et d'ailleurs, que fait le peuple tout le temps? Eh bien, il contrôle sur les marchés, il se révolte systématiquement, avant la Révolution française comme après, pour contrôler les prix, parce que c'est ingérable. Donc il y a déjà une tradition, une habitude populaire de mobilisation sur les marchés pour contrôler le prix des matières premières, le prix des denrées. Il suffit simplement là de lui donner un cadre législatif, un cadre politique, le gouvernement révolutionnaire, pour que ces pratiques, qui étaient des pratiques non encadrées et réprimées au début de la Révolution française, deviennent des pratiques qui sont non seulement légales, mais qui structurent en quelque sorte la République. Alors Robespierre et les montagnards ne sont pas hostiles à la propriété. Ils ne sont pas non plus hostiles au fait qu'il y ait des riches. C'est pas un problème. Il peut très bien avoir des riches. Il ne peut pas y avoir des riches si par ailleurs il y a des pauvres. Il ne peut pas y avoir des propriétaires qui ont beaucoup quand d'autres n'ont rien. Donc, comme je disais tout à l'heure, la propriété est une notion qui est une notion relative. La propriété aussi pensée dans un espace social. On ne peut pas accumuler quand d'autres n'ont rien. La propriété, comme le marché, sont régulées par le droit à l'existence des autres. Ça veut dire qu'il y a des programmes qui sont mis en place pendant cette convention montagnarde, pendant le gouvernement révolutionnaire, programmes qui permettent de redistribuer des terres, donner des lopins, casser des monopoles. Un travail réflexion qui est important sur le fait que le marché ne soit pas des marchés
où seuls les monopoles puissent s'exprimer. Robespierre le dit dans un discours qui est un discours important du 2 décembre 92, Saint-Just le dit juste après au demeurant. Il dit je ne suis pas du tout hostile à la liberté du marché. Je suis hostile au fait qu'on a tenu la subsistance du peuple dans cette théorie-là pour rien. Et dès l'instant où on prend en compte la subsistance du peuple, son droit à l'existence, alors le marché devient un dispositif qui doit être interrogé autrement. Et il dit il faut effectivement que le marché soit libre, mais véritablement libre. Il ne faut pas qu'il y ait des gros monopoles qui prennent toute la place et qui empêchent le petit artisan ou le petit entrepreneur ou celui qui décide de se lancer dans une affaire de pouvoir exister dans son travail. Lui aussi doit pouvoir vivre du sien. Donc on est dans un marché régulé, un marché dans lequel des gros mastodontes, on dirait aujourd'hui, de l'économie ne peuvent pas, sans finalement aucun contrôle, avoir des monopoles. Et il existe aussi une propriété qui est une propriété commune, qui n'est ni une propriété privée, ni une propriété qui renvoie à un bien public. Il y a des biens publics, Saint-Just parle de biens publics qu'on confisque aux suspects, aux contre-révolutionnaires, et qui deviennent des biens publics qui peuvent être loués, par exemple, à des paysans. Il existe aussi des biens qui sont des biens communs et qui sont à la charge des communautés. Depuis le XVIe siècle, XVIIe siècle, les communaux dans les villages, qui étaient des biens qui appartenaient en commun à la communauté villageoise, ont été la plupart du temps usurpés par des seigneurs qui les ont accaparés en disant c'est à moi, nul terre sans seigneur, donc c'est au seigneur. Et bien sûr, les communautés villageoises ont perdu les procès systématiquement au XVIIe, XVIIIe siècle quand elles ont essayé de faire valoir leurs droits en disant ben non, de tout temps, ça a été propriété commune des habitants, c'est pas la propriété du seigneur. Comme les juges étaient aussi seigneurs, évidemment, la justice n'était pas vraiment équitable. Et pendant la Révolution française, la grande revendication des paysans, ça va être l'abolition des droits féodaux, d'une part, et d'autre part, de plus en plus, la restitution des communaux. Et Robespierre fait partie de ceux, parce qu'il est de l'Artois, et dans l'Artois, il y a un gros problème sur les communaux depuis fort longtemps. Il est un représentant de l'Artois, et Robespierre est très attaché à cette question de propriété commune du peuple. Et il va lutter avec la montagne pour le restituer. Ce qui va être fait en juin 1793, le 10 juin 1793. Et cette propriété commune est laissée aux villageois qui décident, aux habitants, pas à la commune, pas à la municipalité, aux habitants qui décident, hommes et femmes, s'ils vont laisser ces biens communs ou s'ils vont se les partager. Le partage d'un certain nombre de communaux, c'était une revendication des paysans pauvres à l'époque. Et ce qui est là encore intéressant, c'est que dans ce mode d'organisation, on s'aperçoit qu'on peut avoir dans une économie trois types de propriétés. Une propriété qui est plutôt une propriété qui renvoie à on dirait une propriété d'État aujourd'hui, mais ce n'est pas du tout le terme qui est employé à l'époque. On parle de biens publics. Une propriété commune à l'échelle locale et une propriété individuelle. Et l'économie politique telle qu'elle se met en œuvre dans ce programme que porte Robespierre mais d'autres est une politique qui joue sur ces trois niveaux. Donc on restitue les communaux aux habitants qui décident eux-mêmes s'ils se les partagent ou pas. Les hommes et les femmes votent. Les femmes votent. Les femmes votent dans la Révolution française, non pas aux élections générales, mais votent au niveau de la communauté villageoise, tout simplement parce que dans les communautés villageoises, depuis fort longtemps, les femmes ont toujours eu un rôle, et que là, le rôle leur est simplement reconnu. Ces femmes et ces hommes votent et décident ensemble s'ils partagent ou pas. Et qu'est-ce qu'ils partagent? Ils peuvent très bien laisser le fond, le sol commun et les fruits partagés, par exemple. Et l'Assemblée leur donne la possibilité de réglementer. Donc le pouvoir réglementaire n'est pas centralisé au niveau de l'Assemblée. Ce n'est pas l'Assemblée qui décide s'il y a partage ou pas. Le pouvoir réglementaire est donné aux communautés villageoises pour qu'elles choisissent si ces biens sont maintenus communs ou si certains biens sont maintenus communs, comment on va s'organiser ensemble pour les gérer en commun en quelque sorte. Donc on est dans un modèle économique qui est riche
et surtout qui fait un peu exploser l'opposition dans laquelle on a vécu pendant fort longtemps, qui est une opposition entre une économie qui est fondée sur la propriété privée exclusive, hein, et une économie qui serait sur la propriété d'État exclusive en quelque sorte, hein. Il n'y aurait rien entre les deux. On s'aperçoit que dans les pratiques révolutionnaires, hein, et en particulier celle de la montagne portée par Robespierre, on a un modèle économique qui aujourd'hui reprend sens parce que on redécouvre la question du bien commun, on retrouve la question des communs, tant dans des pratiques militantes, hein, que du côté des travaux plus érudits, plus scientifiques, hein. Et on se pose la question de cette tiers propriété en fait, qui n'est ni une propriété d'État, ni une propriété privée, mais qui est une propriété qui échapperait en quelque sorte à ce modèle, et dont on a, là encore, dans la Révolution française, un exemple d'expérimentation qui est dans le XVIIIe siècle, encore une fois, on n'est pas au XXIe siècle, mais qui nous interroge, hein, et qui nous interroge simplement sur notre capacité à nous, en tant qu'acteurs politiques, c'est-à-dire en tant que citoyens, à être capables d'imposer au marché et à imposer aux grands acteurs économiques un certain nombre de règles dont on nous dit qu'elles ne sont pas possibles, puisque rien n'est faisable, le marché se déroule lui-même, il n'y a pas d'alternative, hein, et où finalement ça se décide à Bruxelles, ou ça se décide des fois tout à fait ailleurs, et nous, pauvres citoyens, nous sommes obligés de subir. La force de ce moment-là est de nous montrer la capacité de la politique face à l'économie, et la capacité aussi à créer des rapports de force pour que la démocratie ne soit pas simplement un mot vide de sens qu'on est obligé de conjuguer avec la participation. Mais la démocratie devient une manière d'agir, hein, qui touche aussi le monde du travail, le monde de l'entreprise, le quotidien de la vie de chacun, c'est-à-dire le quotidien du lieu dans lequel il gagne sa vie, et qui n'est pas un lieu hors politique, mais qui est un lieu fondamentalement politique. Donc, il y a derrière ce modèle-là, ou cette manière de penser les sociétés, l'idée d'un réencastrement de l'économie dans le politique, hein, d'un nouveau contrôle en fait, de l'économie par les citoyens, que nous, on doit évidemment penser à une autre échelle, mais dont chacun, plus ou moins, ressent la nécessité, puisqu'on est dans un monde qui va mal, hein, et un monde qui fait souffrir, hein, et qui fait souffrir en particulier pour ça.